Imagine pouvoir choisir comment tu réagis quand tu arrives dans un groupe de personnes, par exemple, quand tu montes dans l'ascenseur, quand tu dois rendre un projet avec une timeline serrée, quand tu as une journée chargée, quand tu es avec tes enfants, ou quand tes enfants s'arrêtent pas de crier, quand tu es avec ton ou ta partenaire, quand tu as de l'anxiété. Imagine pouvoir choisir ta réponse dans tous ces moments-là. C'est ça le pouvoir de ce travail. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver pour ce qui est le dernier épisode de notre série sur la biologie des croyances. Donc jusqu'ici, on a vu dans cette série la différence entre mémoire implicite et explicite, et on a vu comment jusqu'à l'âge de 3 ans environ, tout ce qu'on vit s'imprime dans notre mémoire implicite. Donc voilà pourquoi je fais cette série, voilà pourquoi le sujet est important. Tu as entendu aussi Irène Ménis, ma formatrice en psyché, expliquer cette méthode et comment elle a changé le cours de sa vie. Et puis un épisode qui est le replay d'un webinaire que j'ai donné sur la méthode psyché dans lequel je plonge dans les mécanismes de l'esprit subconscient et où j'ai expliqué notamment pourquoi nos croyances subconscientes sont souvent à l'origine de ce qu'on appelle l'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est quoi ? C'est une autoprotection, en fait, mais c'est le fait de s'empêcher d'aller là où on veut aller, et même de façon encore plus inconsciente, le fait, par exemple, d'expérimenter à nouveau des symptômes physiques qui reviennent alors que les choses s'étaient améliorées, par exemple. Ça peut être un exemple d'auto-sabotage inconscient plus. Dans cet épisode, je vais aller en profondeur, encore plus en profondeur, en me basant sur les travaux du docteur Bruce Lipton, qui est un des premiers à avoir vraiment largement diffusé cette idée de l'impact de nos programmes subconscients sur notre santé et sur notre vie, notamment à travers son livre qui s'appelle La biologie des croyances, livre qui est traduit en français, que je t'invite à lire. Si tu n'as pas écouté les épisodes précédents de la série, je t'invite à le faire. Tu peux les écouter dans le désordre, ça n'a pas d'importance. Tout va s'imbriquer au fur et à mesure que tu entends les choses. Donc, ce que je vais faire dans cet épisode en particulier, c'est transmettre l'essence des enseignements de Bruce Lipton. Vaste entreprise que j'entreprends avec beaucoup d'humilité, il faut que je le précise. Et comme d'habitude, je vais faire le lien avec les expériences traumatiques et avec le système nerveux. C'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça que tu es ici. Et mon message, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est pourquoi c'est intéressant sur ce chemin de guérison des traumatismes, sur le chemin de la régulation du système nerveux, quand on veut se libérer de l'anxiété, pourquoi c'est fondamental même de s'intéresser à nos programmes subconscients. La réponse courte, c'est que ces programmes ont en partie émergé de ces expériences traumatiques ou d'expériences marquantes, pas nécessairement des expériences avec une charge traumatique d'ailleurs, mais qui sont marquantes parce qu'elles étaient répétées ou parce qu'elles étaient ou elles sont émotionnellement chargées. Souvent, c'est des expériences qu'on a vécues tôt dans la vie. Donc Bruce Lipton nous dit qu'avant l'âge de 7 ans, du dernier trimestre de la grossesse, donc in utero déjà ça commence, aux 7 premières années de notre vie, notre cerveau fonctionne à une vibration plus basse, comme on pourrait le voir sur un encéphalogramme, sur lequel on peut voir les ondes cérébrales. Donc c'est ça que ça fait un encéphalogramme, c'est que ça nous montre les ondes cérébrales. Pendant les 7 premières années, le cerveau fonctionne principalement à une vibration, à une fréquence qu'on appelle θ. θ, c'est une fréquence inférieure à celle de la conscience. Okay, donc, sous la conscience, subconscient. On comprend déjà là l'origine du mot subconscient. La fréquence θ, c'est une fonction cérébrale associée à l'imagination. Bruce Lipton, il donne un exemple que j'adore, il donne l'exemple d'un enfant de moins de 7 ans, ok, on est toujours dans cette période de vie-là. Un enfant qui chevauche un balai en guise de cheval. Dans l'esprit de l'enfant, il ne s'agit plus d'un balai. Dans l'esprit de l'enfant, c'est un véritable cheval. L'enfant peut visualiser qu'il est sur un cheval, qu'il le chevauche, alors que c'est qu'un balai. C'est ça, θ, c'est vraiment l'imagination. Et si sa mère arrive et lui dit « rends-moi le balai », l'enfant, il pense « mais je comprends pas de quoi tu parles, c'est un cheval ». Ça, c'est vraiment θ. Il nous dit aussi, Bruce Lipton, que la fréquence θ, c'est comme un état d'hypnose. Et pourquoi ? Parce que la nature est très bien faite. Pour être un humain,
dans une société, dans une famille, il y a des milliers de règles à intégrer pour pouvoir vivre en communauté. Et l'enfant, il peut pas le faire avec un livre. Donc, il est dans cet état de conscience qu'on pourrait appeler, voilà, modifié jusqu'à l'âge de 7 ans qui lui permet d'intégrer tout ça beaucoup plus facilement et en grande quantité. Et quand je dis tout ça c'est quoi? Tout ça, ce sont des programmes qui sont littéralement téléchargés dans le subconscient par une forme d'hypnose pendant la période θ. Maintenant, la question, c'est d'où viennent ces programmes? Ces programmes, ils viennent de l'observation des autres. C'est en observant notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, les membres de notre communauté au cours des 7 premières années de notre vie qu'on acquiert les comportements nécessaires pour devenir un membre de cette communauté, un membre de la famille. Et ici, ça c'est très important, ces comportements, on les observe et après on les absorbe. Ils ne reflètent pas nos souhaits et nos désirs. Ils sont simplement copiés sur d'autres personnes. Donc, c'est du copier-coller. Et c'est là où on arrive au hic. Si tu es sur le chemin de guérison, tu le sais, parce que tu as traversé cette période où tu veux commencer à faire autrement. Et tu réalises que les programmes subconscients que tu as absorbés ne reflètent pas, ni ne soutiennent nécessairement tes propres souhaits ou tes désirs en termes de santé, dans tous les endroits de ta vie, en fait, de bonheur, d'argent, d'amour, d'abondance, de tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie. Tous ces éléments positifs que tu veux attirer à toi ne se trouvent pas dans les programmes que tu as téléchargés d'autres personnes. Et comment tu le sais? Parce qu'il y a des choses que tu peux recevoir facilement. On prend l'exemple type de la personne qui a grandi dans une famille riche. Pour elle, gagner de l'argent, l'investir, en gagner encore plus, c'est complètement normal. C'est un élément facile dans sa vie. C'est quelque chose qu'elle a toujours vu, dans lequel elle a toujours baigné. Et il y a d'autres choses qui n'arrivent pas. Même si tu travailles dur pour les obtenir, que tu fais tout pour, ça continue de coincer. Ça peut être l'argent, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être une relation amoureuse vraiment nourrissante, un lieu de vie que tu aimes profondément, terminer un projet qui te tient à cœur, mais ça peut être aussi juste, voilà, vivre de façon sereine, se sentir en sécurité. Bruce Lipton, il dit qu'il y a 2 programmes que 80 à 90% des personnes n'ont pas dans leur subconscient. Le premier, c'est « je m'aime ». Donc non pas dans le sens non pas absorbé. Le premier programme, c'est « je m'aime ». Pourquoi? Parce qu'on a été critiqué quand on était petit, on devient critique envers soi. Et le second, c'est « je suis en sécurité ». Et on sait que celui-là, c'est la conséquence d'avoir grandi dans un environnement qui ne nous acceptait pas pleinement ou dans un environnement chaotique, peut-être avec quelqu'un qui pouvait changer d'humeur d'une seconde à l'autre, où les erreurs n'étaient pas admises, un environnement peut-être qu'on appelle un désert émotionnel, un environnement abusif, voire dangereux carrément, bref, un environnement où il fallait marcher sur des œufs. Et ces 2 programmes, je m'aime, je suis en sécurité, ils sont fondamentaux. On sait que pour vivre heureux et longtemps, le seul facteur différenciant, c'est la qualité de nos relations. Il y a une étude d'Harvard là-dessus. Si tu veux plonger dans le sujet, j'en parle en profondeur dans la série sur l'attachement. C'est les épisodes 44, 45, 46 du podcast. Or, si on ne s'aime pas, on va facilement estimer que ceux qui nous aiment font une erreur de jugement. Et inconsciemment, on risque de les rejeter. Donc, pas de relation nourrissante, profonde, et c'est ça le seul facteur différenciant sur la qualité de vie, pour la qualité de vie, c'est ça qui fait notre bonheur en fait. C'était ça la conclusion de l'étude d'Harvard. Donc ce premier programme, je m'aime, il est absolument fondamental pour nous-mêmes et pour nos relations. Et sur le fait de se sentir en sécurité, la sécurité c'est un des ingrédients principaux, avec le soutien aussi, avec le fait d'avoir le temps pour avancer sur le chemin de régulation du système nerveux. Un système qui ne se sent pas en sécurité interagit complètement différemment avec le monde et ne peut expérimenter que de l'anxiété, des sentiments de crainte, des peurs, tout ce qui après comme ça se transforme en des phobies, etc., de la peur constante, s'inquiéter en permanence, ruminer, etc. C'est logique quand le système nerveux ne se sent pas en sécurité. Si tu écoutes les épisodes ici depuis un petit moment, tu le sais. Bruce Lipton dit, et je cite, « Parmi les comportements téléchargés acquis avant l'âge de 7 ans, la grande majorité, 70% ou plus, sont des programmes de limitation, de déresponsabilisation et d'auto-sabotage. Ces programmes ont été acquis auprès d'autres personnes et non auprès de nous-mêmes. » Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Il nous parle du transgénérationnel, de tout ce qui se transmet de génération en génération sans aucune conscience. Puisque souvent, et ça c'est important, il n'y a pas de mots qui sont prononcés. C'est pour ça que parfois, souvent, ça peut être très dur de mettre le doigt sur ces choses-là.
Un enfant, par exemple, va sentir le dédain de sa mère pour son père ou va sentir la peur de son père quand on va rendre visite aux grands-parents parce qu'il a peur d'être encore jugé une fois de plus. Ou il va sentir l'anxiété de sa mère dès qu'il s'éloigne un peu trop sur le terrain de jeu, etc. Tout ça, c'est pas des choses qui sont dites, c'est du ressenti. Et tout ça, ça s'inscrit dans le subconscient, dans la mémoire implicite. Je te renvoie au premier épisode de la série sur la différence entre mémoire implicite et explicite, si ce point-là, il n'est pas encore tout à fait clair pour toi. À ce stade, il y a une question qui émerge. Ok, j'ai compris que ces programmes subconscients étaient en grande partie responsables de mes problèmes. Maintenant, comment je fais pour sortir de mon subconscient et commencer à utiliser davantage mon esprit conscient dans ce cas-là? Et si je vais plus loin, comment je fais pour changer ces programmes subconscients? On va y venir. Je vais déjà expliquer l'interaction entre conscient et subconscient, comme l'explique Bruce Lipton, pour que tu prennes la mesure de la puissance du subconscient. Quand on parle de l'esprit, on parle des deux parties de l'esprit, esprit conscient et esprit subconscient. Ces deux parties de l'esprit, elles sont interdépendantes, elles travaillent ensemble, mais elles ont des fonctions différentes et elles apprennent de manière différente. Le subconscient, c'est l'esprit, on va dire primaire, et il constitue environ 90% de nos prises de décision, de nos choix, etc. Le subconscient, il contient des programmes, des habitudes. Ces habitudes, elles fonctionnent automatiquement, sans qu'on y pense. Il est subconscient, ça signifie quoi? Que ces comportements se produisent sans même que notre conscience soit impliquée. Quand tu étais bébé, tu as appris à marcher. C'était un processus conscient. Et puis, parce que tu devais l'apprendre. Et puis après, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te dire, je vais marcher d'un côté à l'autre de la pièce, la jambe gauche, ensuite la jambe droite, ensuite la jambe gauche, ensuite la jambe droite. Tout ce que tu as à faire, c'est l'intention de te déplacer, l'intention de passer au programme, et puis le subconscient, il le fera automatiquement sans que ton esprit conscient n'ait plus aucune participation à ça, maintenant, dorénavant. Ok ? Ici, on a un lien direct entre le subconscient et le système nerveux. On se souvient que le système nerveux il est responsable de 3 choses principales. Les fonctions corporelles automatiques, comme la digestion, rythme cardiaque, la respiration, la dilatation des pupilles, l'urination, l'excitation sexuelle, la libération d'hormones, le métabolisme, les cycles veille-sommeil, la réparation des tissus, etc. Donc tout ça, autrement dit, c'est subconscient. Mon esprit conscient n'est pas impliqué là-dedans. Il est responsable de quoi d'autre aussi, le système nerveux autonome? Nos réponses de survie. Fuite, combat, figement. Subconscient aussi. Troisième fonction, l'engagement social. Donc ça, c'est la façon dont je m'engage avec les autres, donc d'autres êtres humains, d'autres animaux, d'autres mammifères, avec le monde. Celle-là, elle est à cheval, cette fonction, entre conscient et subconscient. Je vais m'engager ou me désengager de façon consciente, mais après, les expressions de mon visage, la prosodie de ma voix, donc le ton de ma voix, tout ça, c'est pris en charge par mon système nerveux autonome, j'ai pas besoin d'y penser. Donc autrement dit, c'est subconscient. Bruce Lipton, il donne cet exemple. Si tu sors qu'il fait froid, la réception du froid par le système nerveux ajuste la biologie pour qu'elle se réchauffe et maintienne la température. Si tu sors dans le chaud, le système nerveux il reçoit cette information et il ajuste le corps pour qu'il se refroidisse. La température de ton corps, par exemple, c'est une fonction corporelle automatique, elle est subconsciente. Ça fait penser ça au titre du livre de Candace Pert. J'ai déjà parlé de Candace Pert dans le podcast. Le titre de son livre, c'est Your Body is Your Subconscious Mind. Donc, votre corps, ton corps, est ton esprit subconscient. Candace Pert, elle est docteure, elle est diplômée du département de physiologie et de biophysique de Georgetown University Medical Center, donc à Washington DC, et elle a vécu de 1946 à 2013, Candace Pert, et je le précise parce qu'elle était vraiment en avance sur son temps. Elle était en avance sur son temps chronologiquement, et elle était en avance sur son temps parce qu'elle s'est imposée en tant que femme dans un milieu où il y avait quasiment que des hommes à l'époque, la science. Et elle est célèbre, Candace Pert, pour son travail sur les peptides. Les peptides, c'est ces molécules-là qui servent de messagers entre les cellules du corps et le cerveau. Et ces peptides jouent un rôle dans le stockage et la transmission des émotions. Ça signifie quoi? Ça signifie que les émotions, c'est pas juste un phénomène mental ou juste un ressenti. Ces émotions, elle nous dit, Candace Pert, elles sont biologiquement intégrées dans le corps. Et dans son livre Your Body is Your Subconscious Mind, elle décrit le corps comme système de mémoire, en affirmant que les émotions, les expériences, surtout traumatiques, nous on le sait, peuvent être enregistrées dans le corps sous forme de mémoire cellulaire. Que nos expériences traumatiques sont stockées dans le corps, c'est pas une idée nouvelle pour toi, si tu écoutes le podcast depuis un moment.
C'est le postulat sur lequel est basé tout le travail de Peter Levine avec la somatic experiencing, modalité à laquelle je suis formée, à laquelle sont formés toutes les coachs Arise, et c'est à la base de tout ce qui est proposé dans mon programme Arise. Et ce postulat, c'est aussi à la base de tant d'autres modalités aujourd'hui qui ont compris l'importance. Et ici, c'est même pas l'importance, c'est la nécessité absolue d'intégrer le corps dans la guérison. Si on n'intègre pas le corps, c'est pas que ce qu'on fait est incomplet, c'est que c'est carrément erroné. Je vais répéter ça. Si on n'inclut pas le corps dans notre chemin de guérison, dans notre chemin de régulation, c'est pas que ce qu'on fait est incomplet, c'est que ce qu'on fait est carrément erroné. C'est comme si tu décides d'apprendre une nouvelle langue, t'apprends les mots, les suites de syllabes, mais t'as pas de signification des mots, donc tu dessines toi-même de ce que chaque mot va vouloir dire. T'auras appris la langue, mais de façon complètement erronée. Ça, c'est l'importance d'inclure le corps. Je reviens à la différence entre conscient et subconscient. Je ferme cette parenthèse super importante, ces crochets. À la fin de cet épisode, tu pourrais décider de regarder ta vie et de dire « Ok, j'ai compris le principe, là, la différence entre conscient et subconscient, je veux que mon esprit conscient dirige ma vie, ça serait vraiment mieux. Alors, finalement, mes comportements, ils seraient contrôlés par ce que je veux vraiment, par mes souhaits, par mes désirs, par mes aspirations, je vais vraiment pouvoir manifester tout ça. » Sauf que, quand l'esprit conscient il est occupé, c'est ça que nous explique Bruce Lipton, c'est-à-dire la plupart du temps, à penser, c'est le subconscient qui prend le relais. Si par exemple mon mari me demande « Qu'est-ce qu'on fait à manger ce soir ?» Mon esprit conscient il s'éloigne de l'ici et maintenant, il se projette à ce soir, il scanne ce qu'il y a dans le frigo, il commence à chercher peut-être des recettes, etc. Il s'engage dans son pouvoir créatif pour trouver quelque chose à faire avec les ingrédients qui sont dans le frigo. Bruce Lipton il nous dit au moment où l'esprit conscient est engagé dans la réflexion, toutes les fonctions sont prises en charge par les habitudes stockées dans le subconscient. Par définition, subconscient signifie en dessous de la conscience. Donc ça veut dire quoi cette phrase de Bruce Lipton ? Ça veut dire que je peux continuer à marcher dans la rue pendant que mon mari me demande ça et que mon esprit conscient, intérieurement, il est occupé à penser à ce que je vais faire à manger ce soir, etc. Et pendant que je marche, et je peux continuer à marcher, je vais pas me cogner dans un arbre ou je vais pas rentrer dans quelqu'un parce que mon subconscient, il fonctionne en pilote automatique. Il continue ce que j'étais en train de faire. La conclusion, c'est quoi ? C'est que l'esprit conscient, il peut pas être au four et au moulin. Je peux soit utiliser mon esprit conscient pour créer ma vie, soit si mon esprit conscient, il est occupé à penser ou à se concentrer sur quelque chose d'autre, ma vie, elle est prise en charge par le pilote automatique, le subconscient. Et dans ce mode pilote automatique, mes comportements, mes décisions, mes choix viennent de programmes, on l'a vu, qui ont été téléchargés dans mon esprit, la plupart d'entre eux avant l'âge de 7 ans. Et c'est là qu'on peut se dire « Oh my God, il y a du travail !» Et ça, c'est logique, il faut qu'il y ait des programmes à l'intérieur de nous. Avant de créer ta vie en conscience, tu dois avoir des programmes dans ton subconscient qui te donnent une histoire préexistante, en fait. Sinon, tu pourrais pas fonctionner. Ce serait comme un ordinateur sans logiciel dedans, en fait. Tu peux rien faire. Bruce Lipton, il compare d'ailleurs l'esprit à un ordinateur. Il dit, l'esprit conscient, c'est le clavier. L'esprit subconscient, c'est le logiciel, et l'esprit conscient, c'est le clavier. L'esprit conscient, c'est créatif. Donc, voilà, je peux utiliser le clavier pour changer des choses, faire des choses dans l'ordinateur et tout, mais le clavier, il va pas m'aider s'il n'y a pas de programme dans l'ordinateur. Donc, voilà pourquoi on opère en ondes cérébrales θ du 3e trimestre de grossesse, encore une fois la 7e année de vie, pour pouvoir télécharger tous ces programmes. Les ondes cérébrales, c'est quoi ? C'est l'activité neuroélectrique émise par le cerveau des êtres humains, de tout être vivant, en fait. Okay. C'est important, ça peut-être que tu te poses cette question et te dis « Ah, elle me parle d'ondes cérébrales, mais c'est quoi ?» C'est l'activité neuroélectrique du cerveau, tout simplement, les ondes cérébrales. Donc θ, ce sont des ondes cérébrales qu'on retrouve dans certains états de somnolence, d'hypnose ou de méditation, et pour la mémorisation qui est excellente, pour la mémorisation d'informations. Ces ondes-là, excellentes. C'est ça qui nous intéresse pour les enfants, parce que ce rythme cérébral-là, c'est ça qui va permettre d'intégrer énormément de choses, comme on l'a dit. Ok, donc les programmes sont intégrés dans notre ordinateur super tôt dans la vie. Maintenant, si on veut commencer à créer sa vie de façon très intentionnelle, de façon peut-être plus consciente, on pourrait dire, on doit aller dans l'ordinateur, grâce au clavier, aller dans les programmes et les changer. Et comment on fait ça si on n'a pas appris à coder ?
Eh ben, on apprend à coder. C'est-à-dire, on apprend le langage du subconscient. La méthode Psyche, c'est une des méthodes qui nous apprend à faire ça, par exemple, notamment grâce aux tests musculaires. Je te renvoie aux épisodes précédents de la série, les épisodes 104 et 105, sur le sujet. Donc, conclusion, l'esprit conscient et l'esprit subconscient sont très différents, sont complémentaires. Le subconscient, et ça c'est vraiment à noter, le subconscient est beaucoup plus puissant que l'esprit conscient. Il est capable de processer 40 millions de bits à la seconde, ok, versus l'esprit conscient ne traite que 40 bits d'informations, donc en gros 1 million de fois moins d'informations à la seconde, ce qui le rend relativement lent et inefficace par rapport au subconscient. Okay, lui, le subconscient, il est habitué à traiter rapidement de grandes quantités de données. Et c'est pour ça que, d'un côté, le conscient, il va générer de nouvelles idées, par exemple, mais le subconscient, lui, il exécute. C'est un exécutant. Okay, et un exécutant très, très, très puissant, très, très, très efficace. Maintenant, j'ai une autre question qui vient, puisqu'on a parlé de l'importance d'intégrer le corps. C'est quoi l'impact sur le corps? On a vu que le système nerveux est responsable d'un grand nombre de réponses subconscientes. Okay, donc ça, on comprend, des réponses automatiques, physiologiques. Maintenant, j'aimerais comprendre l'impact de ces programmes subconscients sur ma santé, puisque ma santé, elle dépend grandement de toutes ces fonctions corporelles auxquelles j'ai pas besoin de penser. Donc régie de façon subconsciente, autonome, automatique, tout ça, ce sont des synonymes qui signifient sans que j'ai besoin de l'amener à la conscience, sans que j'ai besoin d'y penser. Ma digestion, les processus de détoxification, la bonne circulation du sang, la bonne circulation de la lymphe, le système immunitaire qui est en mesure de faire son travail, j'ai besoin de tout ça pour être en bonne santé. C'est quoi le lien avec ces programmes subconscients? Déjà, il faut préciser que la santé, c'est au niveau cellulaire que ça se passe. Pour savoir si quelqu'un est en bonne santé, je dois regarder comment ça se passe, comment ça fonctionne au niveau de ses cellules. Et Bruce Lipton, il explique l'impact de nos croyances au niveau cellulaire. C'est ça, hein, le titre de son livre, La biologie des croyances, c'est ça qui nous explique l'impact de nos croyances au niveau cellulaire. Et pour comprendre ça, on a besoin de faire un saut dans ce qu'on appelle l'épigénétique. L'expérience que Bruce Lipton rapporte en détail dans son livre La biologie des croyances, et je t'invite encore une fois à lire si ça t'intéresse, je vais le résumer ici, il a pris 30 000 cellules souches, donc 30 000 cellules issues d'une seule et même cellule, donc du coup 30 000 cellules qui sont génétiquement identiques. Ça c'est très important pour le sujet. Il a pris ces cellules et il les a mises dans 3 boîtes pétries. Et dans chaque boîte, il a ajouté un médium de culture. En gros, un médium de culture, c'est du sang de laboratoire. Un médium différent. Donc un environnement différent. 3 versions différentes, 3 environnements différents dans chaque boîte pour les mêmes cellules. Au bout de quelques jours, il revient à ces boîtes et il voit que dans la boîte A, les cellules étaient devenues des cellules musculaires. Dans la boîte B, elles étaient devenues des cellules osseuses. Et dans la boîte C, des cellules adipeuses, donc des cellules de graisse. Okay. Donc sa conclusion, c'est, puisque les cellules, elles étaient génétiquement identiques, ce qui active les gènes, ou les désactive d'ailleurs, c'est l'environnement. C'est le principe d'épigénétique. Épi, ça veut dire au-dessus, comme épiderme, c'est la couche supérieure de la peau, ok, au-dessus, donc au-dessus de la génétique. Maintenant, si on transpose ça au corps humain, nous, on est comme des énormes boîtes de pétri, il nous dit Bruce Lipton, avec des milliards, des trillions de cellules, et l'environnement dans lequel baignent ces cellules, les messages qu'elles reçoivent, elles les reçoivent de l'environnement. Notre environnement, c'est quoi? Un élément clé de l'environnement, c'est le sang, par exemple. Nos cellules, elles baignent dans cet environnement-là, le sang qui transporte la nutrition et l'oxygène, mais Bruce Lipton nous dit aussi, le sang transporte des informations, des signaux, des hormones, des facteurs de croissance, des agents neurorégulateurs, etc. L'information se trouve dans l'environnement de la cellule. C'est la membrane cellulaire qui est en contact avec l'environnement externe et interne, hein, de la cellule, qui lit ces informations, et le comportement de la cellule change en fonction des informations reçues. Bruce Lipton nous parle notamment de personnes aguerries à la méditation dont on a étudié l'expression de certains gènes, notamment des gènes pro-inflammatoires, et chez ces personnes, on constatait une réduction de l'inflammation. Donc quand on lit ce type d'études, on peut conclure que l'information envoyée par la pratique de la méditation, qui est bien connue dans cet exemple-là, cette pratique de la méditation va changer la façon dont les gènes s'expriment. La méditation, c'est un exemple. Le fait d'aller changer, de façon générale, le fait d'aller changer nos programmes subconscients, d'avoir de nouvelles croyances comme
je suis amoureux de la vie par exemple, ou je suis en sécurité, change les informations que reçoivent nos cellules et du coup comment elles se comportent. Quand on fait le travail qu'on fait dans mon programme Arise, et que ça y est, on a vraiment intégré dans le corps, et donc aussi au niveau subconscient, je suis en sécurité. C'est toute notre santé qui est impactée positivement, parce que toutes nos cellules vont commencer à se comporter différemment. C'est ça l'impact de ce travail. C'est pour ça que je dis, quand on est sur le chemin de guérison, quand on est sur le chemin de la régulation du système nerveux, pour moi c'est la même chose, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On doit s'intéresser au subconscient et on doit s'intéresser à nos croyances. Et ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que c'est pas nouveau du tout. Moi, je suis toujours fascinée quand il y a des idées comme ça qui sont un peu, je vais pas dire à la mode, mais qui reviennent sur le devant de la scène comme ça. Puis en fait, c'est des choses, voilà, millénaires, millénaires. Pendant que je préparais cet épisode, j'étais en train de terminer un livre que j'avais commencé à lire il y a longtemps. Je suis le genre de personne qui lit plusieurs livres à la fois et qui peut terminer un livre genre 3 ans plus tard, sans problème. Ce livre, c'est Les clés de la santé indigène. C'est un vieux livre. C'est un livre qui a été publié en 2004, il y a plus de 20 ans maintenant. Et les auteurs, Jean-Pierre Barrou et Sylvie Crossman, ils parlent de rencontres entre le Dalai Lama et des scientifiques pour étudier et ensuite débattre des résultats d'études sur les super pouvoirs de la méditation. Un projet qui a commencé en 1991, début des années 90 du coup, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Sur les super pouvoirs de l'esprit, c'est sur cette connexion corps-esprit. L'épigénétique nous dit qu'on a énormément de pouvoir sur ce qui se passe pour nous, sur notre santé de façon générale, hein, physique, mentale, et sur notre destin. Alors que voilà, les travaux de Bruce Lipton, ils nous montrent ça, qu'en allant changer l'environnement dans lequel vivent nos cellules, on peut tout changer pour notre santé physique, mentale, émotionnelle. Si je reprends l'étude sur les méditants et les gènes pro-inflammatoires, c'est quand même super intéressant quand on sait que dans de nombreuses études, l'inflammation est corrélée à la dépression. Et c'est pas une hypothèse, c'est quelque chose qu'on sait de façon certaine. Et on suppose aussi à l'anxiété. Donc ce travail de rendre l'inconscient conscient, c'est une énorme partie de ce qui nous est demandé sur le chemin de guérison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on récupère le choix. Et c'est à ça, et c'est ça qu'on veut en fait quand on y pense. Récupérer le choix de réagir plutôt comme ci que comme ça, à ce qui nous arrive dans la vie. Si je récupère le choix, je recouvre ma liberté. C'est aussi simple que ça. Dit comme ça paraît très simple. Et c'est le travail qu'on fait dans mon programme Arise, qui fait appel à plusieurs modalités, qui rassemble toutes ces connaissances. Et on vient travailler avec la mémoire implicite notamment, avec notre subconscient. On ne reste pas que ici au niveau de la tête, on va dans le corps, on vient vraiment adresser, travailler avec cet esprit subconscient. Une personne qui a été une personne cardinale sur ce sujet de porter à la conscience nos façons de faire inconscientes, c'est Moshe Feldenkrais, le scientifique qui est à l'origine de la méthode qui porte son nom, hein, la méthode Feldenkrais. Moi, c'est une méthode, Feldenkrais, qui m'a énormément accompagnée. J'ai mon thérapeute ici à Trieste que je vais voir régulièrement, je vais même dire presque toutes les semaines. Pendant ma grossesse, j'y allais définitivement toutes les semaines, à la fin surtout, et ça m'a tellement soutenue, c'était merveilleux. J'ai pratiqué en groupe aussi et j'ai beaucoup étudié les concepts diffusés par Moshe Feldenkrais, juste par grand intérêt, par passion, et ça transpire dans tout le programme Rise, ça. Rendre les mouvements qu'on fait de façon automatique, nos réactions inconscientes, conscientes, rendre ça conscient, ça commence par là. Ça commence dans le corps. C'est aussi ce qu'on se propose en Somatic Experiencing. Par exemple, je parlais de la Somatic Experiencing, qui est le travail de Peter Levine, qui est la modalité pour travailler avec le trauma. Qu'est-ce qu'on fait dans Somatic Experiencing ? On ralentit assez pour remarquer ce qui se passe et dire « Ah, tiens, intéressant. Pourquoi ma tête, là, elle part à droite ?» Ou « Tiens, quand je repense à tel événement, mes poings se serrent. » Ou « Je me penche vers l'avant. » Et on s'en était jamais rendu compte. C'était autonome, c'était automatique. Donc, c'est ça qu'on fait en Somatic Experiencing et ce qu'on apprend aux personnes à faire dans notre programme Arise, c'est qu'on ralentit assez pour donner le temps et l'espace au corps de faire ce qu'il a besoin de faire ce qu'il aurait eu besoin de faire et qui ne s'est pas produit, hein, et du coup qui continue à avoir besoin de faire maintenant. Et c'est ça qu'on apprend aux personnes à faire, à relâcher souvent l'énergie de survie bloquée à l'intérieur, ces fameuses réponses de survie qui n'ont pas pu
se produire. Mais pour ça, pour pouvoir faire ça, il faut ralentir assez, puis il faut commencer à porter à la conscience. Ah tiens, il y a tel mouvement, il y a quelque chose qui essaye de se faire là dans mon corps, mais je m'en étais même jamais rendu compte. J'avais raconté cet épisode sur les réseaux, mais je vais le raconter à nouveau ici parce que c'est hyper important et c'est une illustration parfaite de comment est-ce qu'on fait ça concrètement, de donner le temps et l'espace au corps. C'était un matin et mon mari me dit, je sais pas, ce matin je me sens anxieux, j'ai comme la poitrine bloquée, je vais aller me mettre de la musique là qui me calme, généralement ça marche bien. Et moi je lui dis, voilà, avec précaution, on est toujours plus précautionneux avec les personnes de notre famille. Je lui dis, moi, si j'étais toi, je déchargerais d'abord. C'est ce que je dis aux participants de mes programmes. Quand il y a de l'angoisse comme ça, de l'anxiété c'est l'énergie sympathique, il faut la décharger d'abord. Il me dit, ah ok. Et donc, il pousse le mur pendant 1 minute. Ça, c'est un super moyen d'engager notre musculature. On va pousser le mur, par exemple. Donc, il pousse le mur pendant 1 minute. Et puis, je le vois, il s'apprête à prendre ses écouteurs pour mettre la musique calmante. Et là, je lui dis, attends, comment tu te sens là, après avoir poussé le mur? Et c'est 10-15 secondes. Je lui ai dit, comment tu te sens? Ça lui a donné vraiment cet espace-là. Peut-être c'est vraiment ça, 10-15 secondes. Là, ses jambes se mettent à trembler. Du coup, il s'allonge et il laisse son corps faire. Et les jambes qui tremblent, ça a tremblé pendant plusieurs minutes. Et ensuite, il me dit, oh, waouh, ça va mieux, ça va vraiment mieux. S'il était passé tout de suite à la musique calmante, sans décharger, mais même après avoir déchargé, avoir poussé le mur, le corps, il n'aurait pas eu l'opportunité de faire ce qu'il avait à faire, puisque c'était de l'énergie sympathique qui devait sortir. Il aurait essayé de la calmer, c'est-à-dire de la réprimer presque, avec de la musique, alors que l'énergie sympathique, elle veut bouger, elle veut sortir de nos systèmes. Okay, et lui, il l'aurait calmé, il l'aurait à nouveau immobilisé, finalement. Et c'est là que les concepts sont importants. Et c'est pour ça que dans Arise, j'insiste sur les concepts. Et que c'est pas parce qu'on a travaillé avec le corps qu'on laisse complètement l'esprit de côté. Okay, les concepts, ils sont importants. C'est important de connaître la théorie polyvagale, de connaître les états du système nerveux autonome pour être pertinent dans nos interventions avec nous-mêmes, pour être de plus en plus juste, de plus en plus précis dans nos interventions avec nous-mêmes. Et c'est là qu'on retrouve vraiment la maîtrise de notre expérience. Et qu'on dit, ah ouais, moi, mon système nerveux autonome, vraiment, ça y est, maintenant, je suis en intimité avec lui, je le connais. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de théories dans le programme Arise, parce que pour la plupart d'entre nous, on a besoin de comprendre les choses. C'est hyper important. Et ce qu'on fait dans le programme, c'est ce que je disais, porter à la conscience tout ce qui jusque-là était complètement inconscient. Dans quel état du système nerveux autonome je suis? On utilise notre capacité d'interoception et les apports de la théorie polyvagale pour affiner notre capacité à nous situer dans notre système nerveux autonome à tout moment. Que fait mon corps dans telle et telle situation? Quel mouvement se fait automatiquement? Est-ce qu'il y a des sensations qui émergent? Cette conscience accrue, là, elle permet de commencer à récupérer le choix de nos réponses dans des situations qui nous challengent aussi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand on évoque tel ou tel sujet? On travaille toujours au sein de notre capacité et le moyen de faire ça, c'est de rester attentif à des sensations, à des émotions, à des impulsions qu'on peut avoir quand on entre en contact même avec certains sujets. Parce que tous les sujets qu'on aborde dans Arise, ils font écho à notre histoire personnelle. La nature des sujets fait que, oui, il peut y avoir une petite activation par exemple. Donc on veut porter à la conscience comment notre corps réagit à ça. Pas juste notre tête qui s'est peut-être convaincue que c'était rien, que c'était ok, ou qu'on a déjà dépassé ça, que ça fait des années, etc. Non. Si on reste attentif à ce qui se passe dans le corps, on va vraiment pouvoir savoir ce qui se passe au niveau subconscient. Et c'est hyper important quand on sait que 95% de nos choix, de nos décisions sont régis par le subconscient. C'est quand même un sacré bout d'information quand on prend le temps de faire ça. Qu'est-ce qui émerge comme croyance au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin de guérison? Qu'est-ce que les parts de moi croient sur moi, sur mon existence, sur ma capacité à guérir même? Quand on se met à l'écoute des parts de nous, on vient travailler au niveau de la mémoire implicite. On a accès à des éléments auxquels on n'a pas accès quand on reste au niveau de l'esprit conscient. Tout ça, ce sont des choses qu'on explore de façon structurée dans un ordre précis parce qu'on veut laisser les choses émerger de façon organique dans Arise. C'est vraiment important. On ne veut pas y aller à la force de notre esprit conscient, qui de toute façon ne représente que 5% de notre choix. Donc on veut laisser les 95% restants s'exprimer, le subconscient, le corps.
Et quand tu comprends cette distinction et cette dynamique entre conscient et subconscient, tu comprends pourquoi c'est essentiel de travailler de cette façon. C'est exactement de cette façon qu'on travaille dans le programme Arise. Parce que sinon, on essaye de résoudre le problème avec 5% de la solution. C'est pas super efficace. Et maintenant, le dernier point. Une fois qu'on a porté un grand nombre de nos réactions à la conscience, qu'est-ce qui permet le changement ? Concrètement, c'est le phénomène qu'on appelle la neuroplasticité. C'est quoi la neuroplasticité ? C'est cette capacité du cerveau, de notre cerveau, à changer. Notre cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il élimine les voies neuronales inutilisées, donc les chemins qu'on n'emprunte plus, et il renforce de nouvelles voies neuronales en fonction de nos habitudes. Donc plus les actions, les émotions, les pensées sont répétées, plus ces voies neuronales s'ancrent profondément dans les circuits de notre cerveau. C'est pourquoi plus on s'exerce à quelque chose, plus on s'entraîne, ça peut être jouer de la guitare, apprendre l'espagnol, apprendre le chinois, etc., plus on s'améliore. Et c'est ce qu'on fait aussi quand on travaille avec nos réactions autonomes. On porte à la conscience ce qui jusque-là était enfoui dans notre subconscient, et à partir de là, de nouvelles habitudes se créent grâce à la neuroplasticité. Concrètement, ça veut dire quoi ? Et c'est ça le grand pouvoir de ce travail. Ça veut dire que ces nouvelles réponses qu'on a choisies maintenant, elles deviennent une seconde nature. Imagine pouvoir choisir comment tu réagis quand tu arrives dans un groupe de personnes, par exemple, quand tu montes dans l'ascenseur, quand tu dois rendre un projet avec une timeline serrée, quand tu as une journée chargée, quand tu es avec tes enfants, ou quand tes enfants s'arrêtent pas de crier, quand tu es avec ta partenaire, quand tu as de l'anxiété. Imagine pouvoir choisir ta réponse dans tous ces moments-là. C'est ça le pouvoir de ce travail. Voilà pour cet épisode sur la biologie des croyances, le dernier épisode de notre série Conscient-Inconscient. Merci d'être ici, de prendre le temps de t'éduquer sur tous ces sujets. Je sais à quel point ton temps est précieux et je ne le prends pas à la légère. Il y a énormément d'heures de lecture, de recherche, de préparation, de structuration, de tournage, de post-production qui vont dans ce podcast. On est 4 personnes derrière le podcast et ça vaut le coup, tout ça vaut le coup parce que tu es là, parce que je sais que les épisodes vous aident, vous tous et toutes qui m'écoutez. Et ça, c'est vraiment notre plus grande récompense. Donc, merci encore d'être ici. Partage cet épisode à quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin d'écouter ce que tu as écouté aujourd'hui, ce que tu viens d'écouter. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.